N'importe qui. La première légion, les Dark Angels. Sinistres et intransigeants, les Dark Angels furent la première légion des Space Marines créée par l'Empereur et la plus conforme à l'archétype des Legiones Astartes. Ayant élevé le meurtre au rang d'art, ils ne pouvaient envisager d'autre destin qu'une vie de guerre et de mort au nom de l'impérium de l'humanité. Ils ne bâtirent aucun empire, ne firent aucun effort pour s'engager sur la voie de la paix ou maîtriser le savoir-faire d'un artiste, d'un artisan ou d'un diplomate. Ils accomplirent leur devoir sans remords et sans compromis, acceptant de payer les conséquences de leurs actes dans le sang, l'infamie et la solitude. Leur plus grande bataille ne figure dans aucune liste de ralliement ou tableau d'honneur. Aucun érudit, aucun poète ne chante leurs louanges ou ne se souvient de leurs victimes, car les ennemis qu'ils affrontèrent étaient si monstrueux qu'on jugea nécessaire d'effacer leur nom des archives. Tel était leur rôle, combattre au sein de la Grande Croisade, mais aussi servir de rempart contre les indicibles horreurs tapies dans l'obscurité. La troisième légion, les Emperor's Children. Les légionnaires des Emperor's Children ont toujours cherché à être des exemples dans l'art de la guerre, des parangons de vertu et d'excellence martiale, méprisant ceux qui ne répondaient pas à leurs normes. Cela les poussa à rechercher la perfection au combat en tant que force fluide, rapide comme l'éclair, dont les batailles étaient des victoires prédestinées, obtenues grâce à une planification stratégique méticuleuse et une exécution sans faille. Ils ont toujours cherché de plus grands défis à relever, briguant toujours plus de gloire en retour. De ce pinacle, la troisième légion allait sombrer dans la trahison et devenir la plus vile et sordide des créatures, asservie à l'orgueil et consumée par les désirs qu'aucun pouvoir naturel ne pouvait satisfaire. L'histoire des actes de la Légion avant sa chute n'est pas simplement celle de son passé et de ses exploits, mais la façon dont elle a orchestré sa propre déchéance, car comme le disent les textes anciens, l'orgueil précède la destruction. Et rarement ce proverbe ne fut plus approprié que pour les Emperor's Children. La quatrième légion, les Iron Warriors. La quatrième légion était le bélier sans pitié de la Grande Croisade, une masse utilisée pour abattre toute forteresse imprenable ou citadelle inattaquable osant se dresser contre la volonté de l'empereur. Les Iron Warriors devinrent synonymes de guerre implacable et punitive et de maîtrise du siège tant pour la défense que pour l'attaque. Ils ne prenaient aucun plaisir dans leur devoir, mais ne s'y dérobaient pas. Ils abordaient la guerre avec une logique froide, s'assurant que la balance des soldats et des machines envoyées à l'abattoir penche toujours en leur faveur. La défaite était un anathème pour la Légion, et la victoire valait tout le sang versé. La quatrième Légion était toujours dévouée, toujours fiable, mais jamais encensée. Elle méritait toutes les gloires dont jouissaient ses sœurs, mais elle était souvent éclipsée, une lame brillante émoussée dans la boue de 100 mondes. Au cours des longues et épuisantes années de campagne, ces guerriers devinrent aigris et méfiants à l'égard de la grande croisade qu'ils servaient, et le ressentiment empoisonna leur cœur. La 5e Légion, les White Scars. Souvent oubliés par les chroniqueurs, les guerriers de la 5e Légion furent les éclaireurs de la grande croisade, chargés d'ouvrir une voie dans les territoires inexplorés, loin au-delà des frontières de l'Imperium. Organisée en petites unités mobiles, la 5e servit de fer de lance aux armées de l'Empereur durant les dernières campagnes sur Terra, avant de sillonner les étoiles, semant la confusion et la mort parmi ses ennemis. Elle fut la lame qui sondait la faiblesse avant de porter un coup rapide et mortel, au lieu du marteau qu'étaient devenues certaines des autres légions. Elle était la foudre qui s'abattait des cieux sans nuages et disparaissait sans laisser de traces, ne laissant que des cendres dans son sillage. Opérant loin du cœur impérial et doté d'une culture tranchant radicalement avec la norme de Terra, les White Scars ont souvent été négligés et considérés comme les parias des Legiones Astartes. Pourtant, ils contribuèrent à faire pencher la balance du destin. La 6e Légion, les Space Wolves. En raison de ses origines mystérieuses et de sa réputation sulfureuse, la 6e Légion a toujours suscité la méfiance de ses pairs. La sauvagerie était sa carte maîtresse, ses campagnes misant sur la brutalité et la rapidité plutôt que sur la subtilité. C'était une troupe de choc incomparable, des chasseurs qui traquaient leurs ennemis sans relâche. À l'instar de leurs homonymes, les loups de la vieille terre, les guerriers de la 6e Légion lançaient des assauts aussi calculés que féroces,
visant à déchiqueter leur proie jusqu'à la voir réduite en charpie. Les Space Wolves tracèrent une voie de sang à travers les étoiles de la Grande Croisade, mais jamais ils ne s'éloignèrent de l'ombre de l'Empereur. Placés sous le contrôle étroit de la cour impériale, leur meute était déchaînée sur ordre du maître de l'humanité pour châtier l'ennemi dans un bain de sang. Les guerriers de la 6e Légion savaient très bien qu'ils n'étaient ni bâtisseurs d'empire, ni sentinelles, ni soldats d'apparat, mais des prédateurs, et malheur à celui qui tombait dans leur gueule. La 7e Légion, les Imperial Fist. Les Imperial Fist étaient principalement mus par des idéaux d'unité. Ils se dressaient tels des piliers de stabilité sur lesquels les fondations de l'Imperium furent bâties. Foncièrement droits, imperturbables malgré les ravages de la guerre, ils portèrent le fardeau de la loyauté sans fléchir. À leurs yeux, aucun sacrifice n'était trop grand et rien n'aurait su les détourner de leur devoir. Ils furent les plus nobles exemples des principes et des aspirations de l'humanité, et c'est pourquoi ils se tinrent au plus près de l'empereur durant la Grande Croisade en tant qu'instrument de sa volonté. D'ailleurs, aux heures les plus sombres de l'Imperium, les inflexibles Imperial Fist devinrent son ultime rempart. C'était une légion de croisés stoïques et d'architectes militaires hors pair. Aussi dévoués en attaque qu'en défense, les Imperial Fist combattaient avec une discipline inébranlable et une violence méthodique. Alors que l'Imperium continuait de s'étendre, ils se trouvaient toujours aux avant-postes, incarnant l'esprit de la Grande Croisade et érigeant de puissantes forteresses sur les sites de leur victoire afin de servir à la fois de garnison et de phare de l'unification. La 8e Légion, les Night Lords. La 8e Légion excellait dans l'exercice de la cruauté et de la peur. Elle était célèbre pour son application disproportionnée et impitoyable de la force. Sa première offensive impliquait des atrocités tellement brutales que des populations entières se rendaient pour ne pas subir le même sort. Face aux ennemis qui refusaient de capituler, les Night Lords se déchaînaient avec sadisme. Ces guerriers étaient nés d'une sinistre nécessité, des horreurs créées pour élever une époque barbare vers la lumière. Cependant, de tels monstres ne resteraient pas longtemps attachés à l'Imperium. Dans ces derniers jours, les Night Lords perdirent toute discipline et adoptèrent la cruauté comme un but et non comme un moyen d'atteindre un objectif. Ils n'étaient plus une arme de guerre précise mais un fléau aveugle. Une légion d'une telle réputation et d'un tel caractère préférait mourir que renier la voie qu'elle avait choisie. Au milieu du carnage de l'hérésie d'Horus, ces Space Marines se retournèrent les uns contre les autres dans une orgie de violence afin de se libérer d'une malédiction singulière, leur propre primarque. La 9e Légion, les Blood Angels. Les guerriers angéliques de la 9e Légion étaient les héritiers de la transfiguration et de dualité, passés de la lie de l'humanité à des parangons de vertu. Ces membres étaient à la fois l'incarnation de la rage sanguinaire et des paladins de la plus haute noblesse. Maudits par le sort, ils furent bénis par la main de leur primarque. Jadis pétris de bestialité, ils transcendèrent leurs vils instincts pour se tenir aux côtés de l'Imperium, tels les anges gardiens dont ils tirent leur nom, et devinrent les plus magnifiques et les plus terrifiants combattants de l'Imperium. À la guerre, les Blood Angels personnifiaient la colère de l'empereur contre ceux qui rejetaient le don de l'unité. Leur apparition, pareille à un jugement apocalyptique, annoncée par des assauts flamboyants contre les points de résistance ennemis les plus opiniâtres. Portés par des ailes de feu, les Blood Angels triomphaient grâce à leur férocité sanguinaire et à l'effroi et l'émerveillement qu'ils suscitaient. Ils inspiraient leurs alliés et tous les ennemis qui les voyaient au combat tombaient à genoux, tremblant devant leur fureur et leur splendeur, de crainte de périr sous leurs lames ardentes. La 10e Légion, les Iron Hands. Célèbres pour leur fierté, leur férocité implacable et leur absence totale de remords au combat, les Iron Hands furent le marteau qui fracassa d'innombrables ennemis au cours de la quête de l'empereur pour libérer l'humanité de l'obscurantisme de l'Antique Nuit. Leur primarque était Ferrus Manus, un seigneur de guerre belliqueux et intransigeant, doublé d'un créateur d'armes hors pair, dont la 10e Légion tira son nom et dont chaque ordre sonnait comme une loi inviolable. Prise dans les machinations de la traîtrise d'Horus, la Légion fut mise à bas par l'orgueil et la lame du renégat. Elle paya un lourd tribut avec la mort brutale de son primarque et la quasi-destruction de ses effectifs. Bien que brisée, elle déchaîna néanmoins la fureur de sa vengeance à travers les étoiles. La 12e Légion, les World Eaters.
La 12e Légion rassemblait des monstres bien avant la rébellion d'Horus. De toutes les légions de la Grande Croisade, aucune n'était aussi sauvage et redoutée. Ils étaient les chiens de guerre qui apportaient la mort comme des bêtes, des bouchers et des fous. Le simple murmure de leur venue étouffait les soulèvements et démoralisait les armées. Les récits de leur prédation et de leurs massacres étaient sans fin et leur réputation bien méritée. C'était une légion macabre mais disciplinée, connaissant les vertus des tactiques et des armes et capable de s'adapter pour affronter n'importe quel ennemi. Ces Warhounds, leur ancien nom, conservaient une noblesse martiale sous une couche de sang séché. Mais sous l'égide d'Angron, et plus tard pendant l'âge des ténèbres, les World Eaters perdirent le peu de compassion et d'humanité qui leur restait, devenant les armes de guerre les plus brutales, sans nuance ni sagesse. Leur venue signifiait une extermination violente à coups de haches et de bolts, et des mondes noyés dans le sang de leurs habitants. La 13e Légion, les Ultramarines. Les Ultramarines comptèrent parmi les forces militaires les plus redoutables de l'Imperium. Avec un effectif avoisinant le quart de million de guerriers des Legiones Astartes, un secteur entier sous leur juridiction et une infrastructure de ravitaillement et de formation sans pareil, ils parvinrent à subsister malgré des pertes qui auraient anéanti d'autres légions. Ce furent ces atouts et la puissance qu'ils détenaient qui en firent une cible de choix pour la conspiration renégate et eurent pour conséquence la dévastation des 500 mondes d'Ultramar. La 14e Légion, la Death Guard. Les guerriers de la 14e Légion furent les héros implacables de l'unification. Ils étaient de vaillants combattants à l'endurance au feu extraordinaire, triomphant des ennemis les plus cauchemardesques dans les zones de guerre les plus inhospitalières. Ils se distinguèrent par une résilience et un courage inébranlables et une détermination à arracher la victoire par tous les moyens. Ils renversèrent des tyrans et des seigneurs de guerre xénos sur plus d'1 millier de mondes, réduisant à l'extinction des dizaines de souches non humaines belliqueuses. Peu de légions connurent des débuts aussi glorieux et une fin aussi tragique. Après avoir atteint des sommets, les guerriers de la Death Guard devinrent ce qu'ils avaient combattu sans relâche, des monstres inhumains et sans âme, l'essence même des cauchemars. La 15e Légion, les Thousand Sons. La trahison naît de nombreux facteurs. Le pouvoir, la haine, la vengeance, la honte, la culpabilité, l'amertume, la colère, l'insensibilité. Tous ont joué un rôle dans la chute de ceux qui se retournèrent contre l'empereur, mais il faut ajouter à cette liste 2 autres éléments, l'orgueil démesuré et l'aveuglement. Si d'autres légions se jetèrent de plein gré dans les bras de l'infamie, les Thousand Sons y furent poussés d'abord par l'orgueil, puis par la traîtrise et enfin par l'Imperium. Les Thousand Sons étaient liés aux traditions occultes, au mysticisme et au pouvoir du Warp. Ce sont ces arts martiaux ésotériques qui en firent l'une des légions les plus redoutables, mais qui suscitaient aussi le plus de méfiance. Elle finit d'ailleurs par subir le jugement de l'empereur. Il serait cependant faux de croire que sa chute était certaine parce qu'elle était souillée par les mutations et touchée par l'immatérium. Elle aurait pu suivre autre voie si le destin n'avait pas été aussi cruel. En fait, l'histoire des Thousand Sons n'est pas celle des ténèbres, mais d'une lumière qui attira une légion et un primarque de plus en plus haut jusqu'à ce qu'ils perdent de vue les limites de l'obéissance qu'ils savaient dépasser depuis longtemps. La 16e Légion, les Sons of Horus. Le destin a fait des Sons of Horus les conspirateurs de l'hérésie, les fils de l'architraître et l'incarnation de l'infamie. Leur nom résonne comme une malédiction à travers l'Imperium, éparpillé et déchiré par la guerre. Leur crime est tel qu'il est facile aujourd'hui d'oublier que le passé était très différent et qu'autrefois, ils étaient considérés comme les meilleurs guerriers des Legiones Astartes et avaient la faveur de l'empereur. Nés sous le nom de 16e Legio Astartes sur Terra, ils connurent la consécration comme Luna Wolves avant de choir dans l'abîme, tels les anges des anciens mythes avec le nom de leur primarque. Avant ces jours sombres, ils combattirent aux côtés de l'empereur sur Terra et au début de la Grande Croisade. Aussi valeureux et déterminés que les autres, ils illustraient tout ce qu'étaient les Space Marines des Legiones Astartes. Brutaux, impitoyables et inébranlables, mais aussi honorables et d'une loyauté à toute épreuve. Leur histoire est celle de l'ambition de l'Imperium lui-même et des failles qui ont brisé ses rêves d'unification et de gloire. La 17e Légion, les Wordbearers. S'il existe une hiérarchie dans la trahison, alors les Wordbearers figurent dans les hautes sphères.
Autrefois les guerriers les plus dévoués et rigoureux, ils ont non seulement chuté, mais entraîné d'autres légions dans l'abîme avec eux. Si la trahison de certains arriva comme une tempête, ou l'éclosion finale d'une graine dormante, celle des Wordbearers fut un poison distillé pendant de longues années. Pourtant, dès leur fondation, leur dévotion envers l'Imperium et la Grande Croisade fut totale. Ils étaient les porteurs des idéaux de l'Imperium, de sa vision du futur de l'humanité. Leur loyauté ne fut jamais remise en question, seulement la forme de leur ferveur. À présent, leur fidélité ne peut être vue que comme un masque et leur fanatisme comme un défaut sapant tout ce qu'ils cherchèrent à bâtir. Autrefois porteurs de lumière aux oubliés de l'humanité, durant l'hérésie d'Horus, ils ne diffusèrent que les ténèbres empoisonnées de l'antique nuit. Cherchant à dominer les démons du Warp, ils marchèrent aux côtés des enfants des abysses et frappèrent de damnation éternelle tous ceux qui osèrent s'opposer à eux. La 18e Légion, les Salamanders. Lors du grand conflit de l'hérésie d'Horus, de nombreux actes d'infamie et de bravoure émaillèrent les étoiles ensanglantées, et au centre de ce maelstrom se trouvaient les Salamanders, trahis, étriés, terrassés et pourtant toujours aussi déterminés à combattre l'ennemi. Peu de légions ont payé un aussi lourd tribut pour leur loyauté et leur honneur, ou ont si volontiers et si souvent saigné pour la défense de l'humanité. Les Salamanders en font partie, et bien qu'ils aient frôlé l'extinction non pas une fois mais à plusieurs reprises, ils se sont à chaque fois élevés des cendres de la guerre, plus forts et plus résistants, tels des lames d'acier façonnées dans les forges légendaires de leur monde natal, insoumis, invincibles et éternellement loyaux à leur cause. La 19e Légion, la Ravenguard. Tirant son nom de l'oiseau de mauvais augure originaire de la vieille terre, la Ravenguard servit l'empereur loyalement tout au long de la glorieuse époque de l'unification et de la Grande Croisade. Éprise de justice, elle était déterminée à renverser les tyrans et les oppresseurs et à libérer les royaumes de l'humanité éparpillés. Dès le début, ces guerriers se distinguèrent par leur ruse et leur patience de chasseurs. Frappant depuis les ombres avec une force effarante, les légionnaires de la 19e étaient des maîtres de la duplicité, de la subtilité, de la reconnaissance et de l'infiltration, et leurs méthodes, des modèles de vitesse, de furtivité et de précision. La 20e et dernière, l'Alpha Légion. De toutes les forces que l'Imperium a commandées pendant la Grande Croisade, aucune n'était aussi entourée de mensonges, de suppositions et de paradoxes que la 20e Légion. Toute étude de cette armée est semée d'embûches et de contradictions délibérées, et découvrir la vérité est un vain espoir. Cependant, une partie de la vérité réside peut-être dans les mensonges de l'histoire secrète de l'Alpha Légion. La 20e Légion était une arme très indépendante que ni l'empereur, ni plus tard le maître de guerre ne purent pleinement contrôler. C'était une ombre, une chose, serpentine et sinueuse, aussi dangereuse et venimeuse que le monstre polycéphale du mythe antique qui, plus tard, devint son sigle. Armés excellant à la ruse, l'infiltration et le contre-espionnage, ces opérations avaient pour but de semer le désarroi et de saper progressivement la détermination et les défenses de l'ennemi, avant de lui asséner un coup fatal en utilisant toutes les armes et machines de guerre dont disposaient les Legiones Astartes. Même si, dans de nombreux cas, ces opérations longues et complexes étaient aussi le moyen et la fin, car la Légion était à la fois imprévisible et ravie de provoquer des conflits. Voilà pour un premier aperçu des 18 légions Astartes. Rendez-vous dans de prochaines vidéos pour les voir plus en détail. À bientôt!